Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, ça va être une nouvelle série qui va être, on va juste clasher les gens, quoi. Parce que je sais que YouTube, vous aimez bien les clashs, Ça m'excite. Ça m'excite. J'ai les tétons qui pointent. Tant mieux. vous aimez ça, ça va faire plus de vues et je suis content de faire cette vidéo parce que je pense que, enfin, c'est divertissant. Donc on va clasher des gens connus, des gens de la sphère publique. Donc en fait, dans cette nouvelle série, on va clasher quelqu'un et vous allez pouvoir mettre une note à la fin dans la vidéo et vous allez mettre est-ce que une note sur 10, 1 étant pas de chance et 10 étant un mauvais jugement de la part de la personne. En fait, parce que dans la finance, dans les finances là, il y a trop de, en fait, il y a trop de gens qui disent des conneries, enfin des bêtises. On va rester poli, reste poli, Adrien. Trop de gens qui disent des bêtises. Du coup, je me suis dit, ça va être bien de reprendre des vidéos que je trouve sur Internet et de clasher des gens. Et on va voir pourquoi ils disent des choses fausses, quoi. Et là, c'est l'exemple parfait parce que le premier épisode, ça va être un professeur d'une université, enfin d'une école de commerce française vraiment très prestigieuse. Et donc il s'agit d'un inconnu auquel on, parce qu'il n'y a rien de plus noble que de s'attaquer à un inconnu sur le sol et de le rouer de coups. Donc je vous encourage tous à faire la même chose. Mais bref, on va juste clasher. Bon, je vais peut-être passer pour le jeune arrogant dans cette vidéo qui clash les professionnels de la finance, mais je m'en fous. Moi, je n'ai pas fait d'études de finance. J'ai juste lu des livres sur le sujet, beaucoup de livres, des meilleurs experts. J'ai tout appris dans les livres et en lisant des rapports annuels. Donc vous pouvez aussi m'appeler l'outsider. L'outsider, c'est moi. Oui, merci, merci, qui va exploser le game. Donc si vous aussi vous êtes un rageux contre le système éducatif français, Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. eh bien prenez votre popcorn et votre boisson et c'est parti pour cette super vidéo. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, on va s'attaquer à un inconnu sans défense et son nom n'est rien d'autre que... Enfin, c'est pas vraiment un inconnu, hein, c'est un prof. Il se prénomme Christophe Thibierge. Personne ne le connaît sur YouTube, mais à part si vous êtes dans cette école. Mais parce que là, on va reprendre une conférence qu'il a donnée, enfin, où il a parlé à l'ESCP. Et ce qui est bien, c'est que nous, enfin, c'était une conférence qui s'est passée en 2008. On va pouvoir voir justement, vu qu'on est en 2022, comment ce qu'il a prédit est devenu faux en fait. Et après, on va réfléchir, mais pourquoi c'était faux? Pourquoi? Pourquoi? En plus, il était en train de faire une conférence devant les élèves de notre belle nation, devant la jeunesse, en train de corrompre les esprits de la jeunesse. Quelle indignité! Quelle indignité. Quelle indignité! Et maintenant donc, cerise sur ce gâteau, notre collègue Christophe Thibierge qui va nous parler d'implication, je dirais, au niveau corporate, entreprise, ce que ça donne pour les entreprises dans leur vie quotidienne financière. Mais c'est pas du tout ce que j'ai préparé. Hein. Tu as tort alors. Il n'a pas préparé ça. Il aurait peut-être dû répondre à la question parce qu'on va voir comment ça va s'avérer faux. Donc, moi je vais vous parler de la bourse. Euh, Bravo, bravo. donc, avec quelques remarques liminaires, le CAC 40 ce matin est passé en dessous des 3300 points. Donc nous sommes à moins 40% pile poil par rapport au début de l'année. Ce qui nous ramène au niveau d'octobre 2003. Mais octobre 2003 n'était pas le point le plus bas, parce que la bulle des dot-com qui a culminé le 29 mars 2000 s'est effondrée jusqu'à à peu Bon, près... pour l'instant, il dit des juin choses à peu 2003. près correctes. Donc octobre 2003, c'est pas encore le tréfonds. Totalement Donc, correct. la question c'est jusqu'où va-t-on aller? Celui qui vous prédit un niveau cible de CAC 40 est soit un idiot, soit un escroc. Personne ne peut savoir jusqu'où on va aller. En revanche, on peut peut-être revenir Bon, j'aurais pas tourné ça comme ça, mais oui, si on veut. à quelques fondamentaux. Une action cotée en bourse, c'est pas un ludion lumineux qui se balade sur un écran. C'est la cote-part d'une entreprise qui a des machines, des terrains, des ouvriers, puis accessoirement qui vend des produits, qui a des concurrents. Donc je vais prendre 4 exemples pour illustrer qu'actuellement c'est du n'importe quoi. Puis après je ferai 2 conclusions qui n'ont rien à voir. Mais c'est parce que je fais ce que je veux. Donc, premier exemple.
On peut faire une comparaison entre Air France KLM d'un côté et EasyJet de l'autre. Air France KLM vaut aujourd'hui en bourse 4,3 milliards d'euros. EasyJet vaut en bourse 1,6 milliard d'euros. Donc on peut dire qu'en termes de valorisation, Air France est valorisé 2,5 fois plus que EasyJet. Les sociétés n'ayant pas la même taille, on peut se dire que Air France est plus grand. Bien. Mais justement, elles n'ont pas vraiment la même taille. Oui, jusqu'à là, c'est correct. Ça vaut 4,3 milliards. Bravo. Tu sais lire les chiffres. Bon, qu'est-ce que ça veut dire quand ça vaut 4,3 milliards? Ça veut dire que, en gros, pour les novices, ça veut dire que si tout le monde vend leurs actions, eh bien, il y a une valeur, la valeur de toutes les actions, ça vaut 4,3 milliards. Les ventes d'Air France, c'est 25 fois les ventes d'EasyJet. Le résultat opérationnel d'Air France, c'est-à-dire les ventes moins les coûts nécessaires à l'exploitation, le résultat opérationnel d'Air France, c'est 45 fois celui d'EasyJet. Et je ne vous parle pas du bénéfice d'Air France, parce que EasyJet, lui, n'a pas de bénéfice, ils font des pertes. Et pourtant, Air France n'est valorisé que 2,5 fois EasyJet. On pourrait dire que les stratégies sont différentes et que la compagnie low cost s'en sortira toujours. La compagnie low cost s'en sortira toujours. Oui, c'est vrai. Et justement, c'est ça le truc. C'est que c'est une compagnie low cost et qu'elle va plutôt s'en sortir. Et maintenant, je vais vous poser une question. Là, il vous sort des chiffres, il a raison sur les ventes, sur machin et tout. Mais alors pourquoi est-ce que c'est valorisé plus? Donc pour lui, EasyJet est trop valorisé par rapport à Air France. Peut-être que c'est son côté français qui ressort. Mais en fait, il a dit une phrase très juste. À la dernière phrase, il a dit peut-être que la compagnie low cost s'en sortira toujours. Et c'est-à-dire qu'en fait, la question quand on valorise une société, le plus important, c'est pas vraiment la valeur des ventes et tout ça, même si ça reste important. Mais c'est les futurs bénéfices en fait. C'est quand même assez amusant. C'est que Air France est valorisé 4,3 milliards en bourse, alors que dans le bilan d'Air France, les avions Air France valent 12 milliards d'euros. Alors ils sont où les 8 milliards d'avions qu'on ne voit pas dans le cours boursier? Alors il se pose la question, mais où sont les 8 milliards? Il y a Air France qui vaut 4,3 milliards et la valeur de tous ces avions, ça vaut 12 milliards. Et là, il parle de ce qu'on appelle la valeur comptable. Et là, mais alors vous allez vous poser la question, mais ils sont où les 8 milliards? Très bonne question. Les 8 milliards, ils sont nulle part. Ils sont juste dans la valeur des avions. C'est tout. On s'arrête là. C'est pas parce que les avions valent plus cher que le cours en bourse que forcément le cours en bourse doit augmenter. Parce que je vous rappelle, qu'est-ce qui compte le plus? Le prix d'une action, c'est déterminé par les bénéfices futurs de l'entreprise. En gros, si vous êtes actionnaire et que Air France revend tous ses avions et met la clé sous la porte, dans cette situation uniquement, les actionnaires vont récupérer les 8 milliards des avions parce que c'est leur argent, c'est l'argent de l'entreprise. Mais dans tout autre cas, eh bien ces 8 milliards, vous n'allez pas les toucher. Ça peut être paradoxal parce que là, on est actionnaire et on voudrait finalement, ce serait mieux que Air France revende tous ses avions et mette la clé sous la porte. Et là, on ferait un bénéfice. On multiplierait, théoriquement, si on considère que Air France n'a pas de dette et n'a rien à rembourser, son cours par 3, parce qu'on investit 4 et on reçoit 12. Donc ça ferait 4 fois 3, 12. Donc là, dans ce cas unique, on recevrait l'argent. Mais c'est uniquement si Air France met la clé sous la porte et ferme. Sauf que Air France, c'est une entreprise soutenue par l'État, et je pense pas qui a des emplois et tout ça. Donc je pense pas que l'État a envie que Air France fasse faillite. C'est un peu paradoxal. Nous, actionnaires, on a envie que ça fasse faillite, mais l'État, il va jamais laisser Air France faire faillite. Est-ce qu'on pourrait penser que Air France est légèrement sous-valorisé actuellement et que donc c'est du n'importe quoi? On peut se poser la question. Alors on pourrait le penser que Air France est sous-valorisé, mais pas forcément. Désolé. Donc là, c'est bien, je vais pouvoir vous mettre 2 graphiques. Donc là, je vous ai mis le prix de Air France à l'époque, donc c'était 7,24 €, et le prix actuel c'est de 1,61 €, donc, alors que EasyJet c'était de 251, actuellement c'est de 471. Bon, si on prend le pic par exemple, on voit que Air France n'a jamais fait de pic, donc vous auriez perdu de l'argent quoi qu'il en coûte. Et là, EasyJet, vous auriez fait x2, et encore, je ne sais pas s'il y a eu des stop splits et tout. Mais on voit que là, ça a augmenté aussi très fortement ensuite. Bon, on voit clairement que EasyJet, ça aurait été un meilleur investissement que Air France, quoi qu'il arrive. Bon, on peut aussi regarder les capitalisations. Air France, 4,3 milliards à l'époque, 4,3 milliards maintenant.
ça aurait servi absolument à rien d'investir dessus. Et là, on peut voir que EasyJet, 1,6 milliard avant, à l'époque du jeune homme, enfin de l'homme qui fait son discours devant les gens, devant notre jeunesse, et 3,7 milliards après. Alors je vous pose la question maintenant, à votre avis, pourquoi il fait une analyse là avec les chiffres et tout, et pourquoi il a tort? Pourquoi a-t-il tort? Tout simplement parce que Air France n'a pas réalisé des bénéfices suffisants pour justifier son prix, alors que EasyJet a continué à croître. EasyJet a fait des bénéfices. Donc les actionnaires ont fait des profits. Donc en gros, les chiffres comme ça ne veut pas tout dire en fait. Ce qui compte, c'est les bénéfices futurs. Deuxième exemple. Je donnerai des conseils d'investissement boursier plus tard dans mon bureau. Vas-y, je veux des conseils, moi je paye. Non, je rigole. Tu me rembourses mes actions Air France. Deuxième exemple, Renault. Renault ce matin est valorisé 7,3 milliards d'euros en bourse. 7,3 milliards d'euros, ça paraît beaucoup, c'est 2 années et demie de bénéfices de Renault. Ça veut dire que si on croit à cette valorisation à 7,3 milliards, ça veut dire que les investisseurs pensent qu'ils achètent aujourd'hui une action Renault, que Renault va vivre encore 2 ans et demi à dégager un bénéfice et qu'après ça fera totalement faillite. C'est vrai, et ça ne sauf, deuxième possibilité, rien. Les bénéfices de Renault chutent drastiquement et n'évoluent pas pendant 10 années. Ce qui fait que l'année d'avant, eh bien, les bénéfices d'avant ne reviendront jamais dans le futur. Encore une fois, ça me paraît probablement un peu sous-valorisé. Et je me fonde sur des fondamentaux. J'essaie de faire preuve de bon sens. Renault est valorisé 7,3 milliards, mais leurs usines valent 13 milliards. Et leur stock 6 milliards. Ça fait 19 milliards. Bon. Alors, on est peut-être dans une phase un peu baissière. Bon, là, un peu encore une fois, actuellement. Toujours la même erreur qu'Air France. Il faudrait que Renault mette la clé sous la porte, revende toutes ses usines, revende toutes ses voitures. Il faudrait que les gens, ils veulent les acheter aussi, leurs voitures je sais pas à quel prix elles valent, parce que là c'est le prix, je sais pas à quel prix ils les ont fixés leurs voitures aussi dans la comptabilité quoi. Il faudrait qu'ils mettent la clé sous la porte, qu'ils revendent leurs usines, qu'ils revendent toutes leurs voitures, et là à la limite, et les actionnaires tireront un bénéfice. Mais sinon ça veut absolument rien dire là-bas. Enfin, c'est un indicateur parmi d'autres quoi, c'est ça que je veux dire. Et il se base trop là-dessus en fait. C'est ça l'erreur qu'il fait. Troisième exemple. Aujourd'hui, 40% des sociétés sont en dessous de leur valeur comptable. Ceux d'entre vous qui ne sont pas versés dans la finance auront besoin de la note de bas de page. C'est délirant. 40% des sociétés, les 2/5 des sociétés qui sont estimées être valorisées moins que ce qu'elles ont dans leur bilan, ça n'a aucun sens. Eh bien, si ça a un sens. Encore une fois, la valeur comptable ne veut pas tout dire. J'aurais préféré qu'il parle des PI ratios, du prix par rapport aux bénéfices. Mais c'est vrai, il se base sur la valeur comptable, donc c'est un peu dommage. Et à la limite, le PI ratio, j'aurais dit, ok, d'accord, ça fait sens un peu, mais là, parler de la valeur comptable, ça faudrait que tout le monde fasse faillite. Mais enfin, vous voyez ce que c'est la valeur comptable, quoi. En fait, la valeur comptable, c'est la différence entre les actifs et les passifs. Donc, c'est-à-dire que une entreprise, elle va avoir des choses qu'elle peut vendre pour générer du cash, que les autres doivent lui rembourser, ou bien du cash en lui-même. Et les passifs c'est les dettes, les choses qu'elle doit rembourser, tout ce qui va lui coûter de l'argent en fait. C'est cette différence-là qui fait la valeur comptable. Donc plus une entreprise qui a plein de voitures en stock et qui a zéro dette, elle va avoir une valeur comptable élevée parce que ça va être le prix de toutes ces voitures qu'elle n'a pas vendues en fait. Et entre parenthèses, une valeur comptable, c'est pas pareil que la valeur comptable peut être fausse, c'est-à-dire une entreprise, elle peut mettre le prix des voitures à un temps donné, et après les voitures elles vont se déprécier dans le temps, et il y aura marqué dans la comptabilité que ça vaudra tant, mais en fait ça vaudra moins. Donc il faut faire attention avec ça. Les haricots verts maintenant, très important. Alors, par exemple, Bongrain, qui fabrique des boîtes de conserve de haricots verts. Il fallait que je dise haricots verts parce que Philippe Thomas m'avait promis une chose inavouable si j'arrivais à caser haricots verts dans le discours. Donc je tiendrai l'engagement. Donc voilà, ça c'est fait. Bongrain, qui fabrique des boîtes de conserve de haricots verts, est valorisé en bourse à moins que la valeur de son bilan et la valeur de ses actifs. C'est délirant. Je veux bien
En plus, ce qui est bien, c'est que là, Je veux bien pour des choses on parle de complètement choses matérielles, mais immatérielles. en fait, là, Mais là, c'est la boîte de conserve, c'est du petit pot. la valeur comptable de, par exemple, des sociétés comme dans la tech, par exemple, comme Facebook et tout, elle est très faible parce ils ont pas d'usine, ils ont beaucoup de locaux. Tout ce qu'ils ont, en fait, c'est des bénéfices. Ils génèrent enfin, beaucoup de bénéfices et ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de valeur comptable. Donc là, on se rend compte que, tu vois, toutes les entreprises, je vais en reparler plus tard, mais toutes les entreprises qui ont explosé après, là en 2008, à l'époque du discours de monsieur, c'est 2008, c'est ça? Ouais. Bah, c'était des Facebook, c'était des Apple et tout, et ils n'avaient pas de valeur comptable élevée comparée à leurs bénéfices. D'ailleurs, sur ça, là-dessus, en fait, toutes les entreprises qui citent là avant, Renault, Air France, Bon Grain, je sais pas, mais c'est des entreprises en fait qui, justement, qu'on peut qualifier d'entreprises pas chères, potentiellement peu chères. Enfin, on va les qualifier d'entreprises normales à des prix merveilleux. Et il vaut mieux acheter des entreprises merveilleuses à des prix normaux, des prix normaux, comme le dirait Charlie Munger. Merci Charlie. Merci Charlie. Un autre exemple cher à mon cœur. L'ami qui soigne et guérit. La folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Franken-Pommery. Franken-Pommery, donc champagne, est valorisé en bourse 156 millions d'euros ce matin. Bon, une société qui vend du champagne a des stocks de champagne. Ces stocks de champagne, si la société n'est pas aux normes IFRS, ils sont valorisés au coût de production du champagne. Donc les stocks de champagne sont sous-valorisés par rapport à leur valeur de marché. Ils ont 500 millions d'euros de stocks de champagne. Ils sont valorisés 156 millions d'euros. C'est du n'importe quoi. Bon là, les stocks de champagne, encore une fois, c'est la même chose. Faut les vendre, tes stocks de champagne. Hein. Tu vas pas les vendre à... Faut que les gens ils les achètent et il faut que l'entreprise mette la clé sous la porte. Peut-être qu'ils vont se déprécier avec le temps, tes stocks de champagne. Pareil pour les voitures, pareil pour tout ça. Donc il faut les vendre pour créer des bénéfices. Dernier exemple, Danone. Les petits-enfants, ils mangent des yaourts, ils boivent de l'eau minérale. Danone hier annonce ses résultats du 3e trimestre. Les analystes attendaient 3 840 000 comme chiffre. Bon, c'était des milliards, mais ça fait 3 840 000. Ce que Danone a annoncé, c'est 3 846 000 comme vente effectivement réalisée au 3e trimestre. Le cours de Danone a fait moins 6,6%. Bon là sur Danone et les bénéfices annoncés, et comme quoi ils ont fait mieux que leurs bénéfices, le cours a diminué. Les marchés c'est comme ça. Enfin, moi ça me choque pas et je vois pas le rapport avec. C'est pas parce que ça se produit. En fait c'est pas parce que quelque chose comme ça se produit qu'il faut forcément acheter du Danone. C'est pas une raison suffisante. Il y a toute une analyse à faire derrière. Mais bon, je lui accorde que les marchés sont irrationnels. Ça je te l'accorde. J'ai fait un petit calcul d'indicateur de risque. Aujourd'hui, Danone est valorisé à une valeur telle que je considère que Danone est considéré comme étant 2 fois plus risqué qu'Eurotunnel il y a 2 ans. Aujourd'hui, Danone est considéré comme étant plus risqué que Boursorama. Bon alors ça, les indicateurs de risque, c'est un peu pipeau, désolé. Hein. En fait, les indicateurs de risque se basent sur la volatilité. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire les fortes variations du prix. C'est ça, pour eux, c'est ça qui est risqué, quand le prix varie. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne se basent pas vraiment sur l'entreprise, ils se basent juste sur les prix. Donc la même action, prenons une entreprise à l'instant T, on va dire elle n'est pas risquée parce que le prix ne varie pas. Ensuite, le prix de l'entreprise baisse, il est super volatile, et on va dire c'est hyper risqué. Alors que c'est la même entreprise à peut-être, je ne sais pas si, par exemple, on va dire 2 jours d'intervalle, c'est la même entreprise, même fondamentaux, tout pareil, mais juste parce qu'elle a baissé, enfin parce qu'elle bouge beaucoup, on va dire que c'est risqué. Alors qu'elle est moins chère. Normalement, si c'est moins cher, c'est moins risqué d'acheter quand c'est moins cher que d'acheter quand c'est plus cher. Et bien là, c'est l'inverse. Donc c'est pour ça que les indicateurs de risque, pour l'analyse, après peut-être pour l'analyse collective d'actions, pour un panier d'actions mises ensemble et tout, je veux bien, mais pour quand tu fais de l'analyse individuelle d'actions, c'est pas vraiment pertinent. Conclusion. Les 2 conclusions qui n'ont rien à voir. Première conclusion. S'il y a récession, ce sera la faute des médias. Bon, ils ont beau dos les médias, toujours les médias. Bon, on a vu au final, là,
je vous ai montré les graphiques, on a vu que les investisseurs n'avaient pas forcément totalement tort comparé à son analyse. Qui entretiennent actuellement un climat de panique et qui vont faire que vous allez consommer moins, vous allez acheter moins de coquillettes et de préservatifs. Si. Bon, après, le fait que les gens consomment pas, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet assez compliqué d'économie et tout ça, mais c'est plus compliqué que ça en vrai. Mais bon, bref. Par exemple, moi, j'achète jamais de préservatif parce que j'en ai pas besoin. Et s'il y a une récession, ben, je vais pas en acheter. Voilà. Voilà, c'est bon. Bon, j'avoue, c'est un peu bancal, mais restez protégés surtout. Hein. Ouais. C'est l'autre mot, c'était l'autre mot. Ouais. Deuxième conclusion, et j'en aurai terminé. La guerre d'Irak-Afghanistan a coûté la bagatelle de 3 000 milliards de dollars. Pour renflouer les banques, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais on est à plus de 1 000 milliards de dollars. Pour éradiquer totalement la faim dans le monde, il faudrait 30 milliards de dollars par an. Voilà les ordres de grandeur. Après, sur la pauvreté et tout ça, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un autre sujet. Mais là, parlons de finances, là. De finances, de pourquoi c'est bullshit, là. C'est pas cool, ça, Christophe. Merci. Merci beaucoup. Bon, il l'applaudit par politesse, hein, je pense. Ils ont compris que c'était n'importe quoi. Non. C'est des étudiants. Ils applaudissent leur prof, normal. Moi, j'aurais applaudi si j'étais là-bas. Parce que je savais pas, enfin, je savais pas que c'était totalement faux ce qu'ils disaient. Mais bon, bref. Bon, en conclusion, Christophe, si tu veux t'améliorer, je vais t'aider, moi. Bon, on peut voir qu'il commet beaucoup d'erreurs, cet investisseur. Parce que, en fait, il repose trop son analyse sur la valeur comptable d'une entreprise. Et non sur les bénéfices, sur les avantages concurrentiels, etc., etc. Et je vois beaucoup de gens sur YouTube qui se concentrent juste sur les chiffres et qui ne se parlent même pas d'avantages concurrentiels. Donc c'est pour ça. Là, c'est un peu le même délire, quoi, si vous voulez. Alors, on voit que là, les entreprises qu'il a citées, c'est pas comparable aux bénéfices d'autres entreprises. Enfin, si on prend les entreprises qu'il a citées depuis 2008 à maintenant, ça n'a rien à voir avec les entreprises comme les GAFAM, par exemple. Parce que les GAFAM, ils n'ont aucune concurrence. C'est le monopole. C'est les meilleurs, ils innovent, pour plein de raisons. Mais voilà. C'est pour ça, achetez des entreprises merveilleuses. Achetez pas des entreprises normales à des prix pas chers. Il vaut mieux acheter des entreprises à des prix normaux, mais merveilleuses. Bon, maintenant, vous pouvez mettre une note sur 10. 1 étant, pas de chance, et 10, une erreur de jugement monumentale. Moi, je mets 10 sur 10 parce que quand même, tu fais ton discours devant des élèves comme ça, il y a beaucoup de gens, donc là, je pense qu'on peut mettre 10. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura d'autres clashs comme ça, je vais prendre des gens un peu plus d'actualité, un peu plus célèbres plutôt, et je vais les clasher là, sans pitié, sans pitié. Pas de pitié. Pitié, qu'est-ce que vous voulez? Donc si vous avez aimé, abonnez-vous, mettez un like, vous allez avoir d'autres vidéos. Ça va être le feu. El fuego. Puisque je suis en Colombie, el fuego.